Donc nous allons accueillir maintenant le docteur Nicolini qui va nous traiter d'une forme particulière des syndromes, des complications des syndromes thoraco-brachiaux qui sont les thromboses veineuses. Merci. Donc, juste une information. Pour moi, les syndromes du défilé thoraco-brachial, en dehors des formes aiguës veineuses, je les prends en général pas en charge, je les envoie à Marseille pour les faire opérer quand il y a une indication. En urgence, effectivement, on est amené à prendre en charge ce genre de syndrome de thrombose. Il faut savoir que la première description qu'on estime de cette thrombose date de Charles V le Sage, qui avait une main qui enflait et qui devenait violacée aussitôt qu'il soulevait un poids un peu lourd pour pousser un objet et qui l'empêchait de porter l'épée. Alors, quelles sont les causes de thrombose aiguë de la veine axillaire? Donc, bien sûr, il y a toutes les causes qu'on peut considérer de iatrogènes sur le cathéter, les voies d'abord, les voies d'abord également pour chimiothérapie. La phlébite d'effort, bien évidemment, qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, et les lésions post-traumatiques, on les a déjà évoquées tout à l'heure. Le syndrome de Paget-Schroeder a été décrit en 1875 par M. Sir James Paget et en 1884 par von Schroeter. C'est rare, c'est 2% de l'ensemble des thromboses veineuses profondes. C'est plus fréquent chez le sportif, en particulier chez certains sports qu'on a évoqués également tout à l'heure, qui mettent en jeu fortement des mouvements d'abduction lancés et travaillent en force au niveau de l'épaule. Mais bien évidemment, c'est aussi une forte cause, les fortes causes, c'est les causes iatrogènes. Bon, en dehors de ces causes iatrogènes et traumatiques, c'est quand même des sujets jeunes avec des signes intermittents qui sont représentés par un œdème global du membre supérieur, souvent le membre dominant, avec une turgescence clinique anormale des veines sous-cutanées, une cyanose des extrémités, et dans certaines, avec du fait de la circulation collatérale, une lourdeur du sein homolatéral, avec des signes neurologiques parfois associés un peu bâtards, en particulier des paresthésies des doigts. Tout ça étant en rapport avec la circulation collatérale antérieure du fait du syndrome compressif. Alors, la compression de la veine axillaire est quand même relativement fréquente. En position normale, vous voyez. Oui. En position normale de l'épaule, vous avez une veine axillaire régulière sans empreinte, et vous voyez que dans des phénomènes d'abduction extrême, il y a tout de suite une empreinte, c'est ce qui est normal chez beaucoup de monde, dans la mesure où la veine est dépressible, bien évidemment. Le syndrome de Paget-Schroeder, c'est souvent un homme, avec un effort, une survenue brutale lors d'efforts répétés. C'est souvent une lésion primitive ou bien secondaire à la pose d'un cathé central. Ça se traduit par un œdème et une cyanose du bras, de l'avant-bras et de tout le membre supérieur jusqu'au niveau des doigts, avec une circulation collatérale tendue. Et on retrouve chez ces patients 42% de troubles de la coagulation, ce qui est presque plus fréquent que dans le syndrome post-thrombotique des membres inférieurs. L'échodoppler en première intention, bien sûr, permet de faire le diagnostic. Il a une spécificité de 96% et une sensibilité de 94%. La phlébographie reste un élément important, on l'a dit tout à l'heure, pour le diagnostic dans l'optique d'un traitement. On ne fait pas une phlébographie pour faire simplement un diagnostic et dire qu'on va faire de la rééducation derrière. On est plutôt dans une démarche agressive. Il faut le faire avec plusieurs incidences pour voir les éventuelles compressions qui peuvent être au niveau du trajet de la veine axillaire. Voici l'abord chirurgical qu'on peut proposer. C'est une chirurgie rare quand même, on l'a vu, sur les formes veineuses pures. Le risque initial de
syndrome, en dehors des formes chroniques, évidemment, qui ont un retentissement sur la vie professionnelle et personnelle du patient, c'est le risque initial d'embolie pulmonaire qu'on retrouve à peu près dans 26% dans la littérature sur les thromboses veineuses primitives, et dont seulement 36% sont symptomatiques. Donc il faut, de principe, la rechercher. Et elles peuvent conduire à un décès par méconnaissance et par embolie pulmonaire fatale. Le traitement médical, bien sûr, ce sont, comme toutes les thromboses veineuses, le repos et l'anticoagulation, avec une mise en route d'un traitement en antivitamine K aux nouveaux anticoagulants pendant 3 mois, s'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, sinon 6 mois. Et ensuite, il faut faire le point du syndrome post-thrombotique qui existe avec, dans 82% des symptômes séquelaires importants qui peuvent avoir un retentissement, bien sûr, sur la vie de tous les jours et professionnelle, à type d'œdème, de douleurs, de troubles fonctionnels. Et 47% sur une vieille communication de 91 avaient des symptômes sévères au niveau du membre supérieur. Le bilan préopératoire de toute prise en charge doit nécessiter bien sûr un bilan de thrombophilie, si possible, avant la mise en route du traitement anticoagulant, sinon il faut le faire après. Et de première intention, en stade aigu, lorsqu'on peut les prendre en charge très tôt, en moyenne moins de 15 jours, comme dans les thromboses veineuses profondes du membre inférieur, eh bien, c'est la fibrinolyse in situ qui doit être proposée en première intention, bien évidemment, dans le cadre d'un traitement avec une fibrinolyse in situ par une voie humérale. On monte un cathéter multiperforé assez facilement. Donc après l'urokinase, pour ma part, est celle que j'utilise de première intention, mais bien sûr, vous pouvez utiliser le RTPA sous couvert d'une héparinothérapie générale, avec des contrôles classiques tous les 6 heures, 10 heures. Donc, de première intention, vous obtenez en général assez rapidement une recanalisation de la veine axillaire qui permet le plus souvent de mettre en évidence l'obstacle lors de la recanalisation au fur et à mesure de l'évolution de cette thrombolyse, avec mise en évidence d'une sténose proximale, ou distale, pardon. Quels sont les résultats de la littérature de ce traitement thrombolytique par cathéter in situ? Eh bien, il y a peu de littérature sur le sujet, avec souvent des séries relativement faibles, mais on obtient des résultats relativement satisfaisants, de l'ordre de 80% sur des petites séries, bien évidemment, avec un résultat immédiat. Alors, quelle est l'attitude à avoir? Ça, c'est un sujet de discussion qu'on pourra avoir dans la discussion, mais je pense qu'il faut être agressif. Lorsque vous avez recanalisé l'axe veineux principal et que vous trouvez une lésion de compression extrinsèque, il est évident que si vous ne la traitez pas, cette lésion va être source d'une rethrombose, même si vous laissez un traitement anticoagulant à dose curative derrière, et qu'il faut donc la traiter dans le même temps ou dans la foulée. Donc voici une série également de résultats sur 64 patients traités par thrombolyse et héparine, avec à 1 mois 29 récidives symptomatiques qui ont été traitées par une ablation de la première côte. 35 sont restés, donc 55% sont restés asymptomatiques avec un traitement anticoagulant pendant 3 mois. Le suivi moyen de cette série est de l'ordre de 55 mois, ce qui était quand même une série très importante. Mais 12% ont nécessité dans les asymptomatiques une récidive avec thrombose qui ont nécessité une ablation de la première côte. Et 42% sont restés asymptomatiques à l'issue de ce suivi. Donc, comment traiter les lésions endovasculaires? De première intention, bien évidemment, les lésions veineuses extrinsèques. De première intention, c'est le traitement endovasculaire dans la foulée, avec une thrombolyse, plus, donc après la thrombolyse, une angioplastie qui s'est traduit par 7 thromboses et 5 récidives de symptômes sur des angioplasties simples. Raison pour laquelle il faut mettre un stent systématiquement pour obtenir un résultat durable. Le problème se pose du stenting lorsque la
première côte est en cause. Et secondairement, il faut intervenir, je pense que ce sera un sujet de discussion également, pour traiter cette première côte. Donc la résection de la première côte peut être rarement immédiate, elle doit être différée puisque c'est déjà un geste agressif lorsqu'on fait déjà la thrombolyse plus l'angioplastie plus stenting. Et voici une série de Molina en 2007 sur 114 patients d'un âge moyen de 30 ans. Thrombolyse plus résection première cause plus angioplastie 97 contre donc une perméabilité 100% avec 7 sténotes secondaires qui ont nécessité un stenting. Et dans le deuxième, 17 cas, avait une thrombolyse plus résection de la première côte avant dans les suites immédiates, avec une rethrombose dans 70% des cas et une récidive des symptômes également. Donc la résection de la première côte, je ne vais pas y revenir, elle a déjà été évoquée par voie axillaire, je passe, ou susclaviculaire, pardon. Pour les lésions endoveineuses, est-ce qu'il faut préférer la chirurgie ou l'endovasculaire? De première intention, quand c'est dans le même temps, il faut traiter le stent de première intention dans la foulée, avec des résultats sur le Paget-Schroeder qui sont relativement corrects. Après thrombolyse, vous voyez l'aspect. Après résection de la première côte, on a une libération complète de l'axe de compression. Le syndrome de Paget-Schroeder est donc une urgence chirurgicale avec un risque immédiat de 26% d'embolie pulmonaire, un risque secondaire fonctionnel de 75%. La thrombolyse doit être envisagée de première intention sur des symptômes qui datent de moins de 15 jours, avec une absence bien sûr de contre-indication thrombolytique et de préférence dans des centres spécialisés. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Dominique ? Oui, je voulais discuter essentiellement la stratégie. Je pense que c'est quand même pas logique d'aller mettre un stent avant d'avoir ôté la première côte. Ouais. On a par définition donc une compression veineuse dans le cadre d'un syndrome du défilé, et mettre un stent dans une zone compressive me paraît pas du tout logique. Donc la stratégie, mais tout peut se discuter, mais la stratégie que l'on a, c'est effectivement, une fois qu'on est assuré d'avoir une thrombolyse efficace, c'est d'aller ôter la première côte et éventuellement, à ce moment-là, quand il y a des synéchies séquelaires, de mettre un stent où là, il ne risque plus d'être comprimé. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que surtout, quand la veine n'est pas reperméabilisée, il faut surtout s'occuper de l'autre côté. Bien sûr que c'est pas tout à fait le problème, puisque c'est souvent quand même bilatéral et qu'il vaut mieux être préventif. Et enfin, la voie d'abord, pour nous, c'est une voie sous-claviculaire. La voie axillaire de Ross, c'est vraiment pas la meilleure pour aller chercher la tire interne de la première côte. Oui, une autre question ? Allez-y. Oui, merci pour la présentation. Moi, dans le même ordre d'idée, le bilan de thrombophilie, quand on le fait de façon pré-intervention, préopératoire, en réalité, s'il est perturbé, ça ne modifiera pas le titre thérapeutique à suivre. Oui ou non? Je suis d'accord. Voilà. Ceci dit, ça modifie le traitement anticoagulant post-opératoire. Et ça, c'est important, bien sûr, mais ça ne change rien sur la stratégie thérapeutique, évidemment. Oui, Alexandra. Bonjour, Alessandra Burat, Toulouse. Je voulais savoir justement quelle stratégie vous avez antithrombotique après la pose de stent veineux sous-clavier. Est-ce que vous utilisez des anticoagulants? Combien de temps? Antiplaquettaire plus anticoagulant? Ça, c'est pas bien codé, donc... Oui, c'est pas bien codifié. Alors, ceci dit, moi, j'applique le protocole que j'applique dans les membres inférieurs, c'est-à-dire que je respecte les recommandations internationales. S'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, c'est 3 mois. Après, soit le bilan de thrombophilie a été fait et positif, ou il n'a pas été fait. Dans ce cas-là, je fais le bilan de thrombophilie à l'arrêt de ces 3 mois. S'il y a une indication, bien évidemment, de coagulation sur le bilan de thrombophilie, on continue. Sinon, on passe aux antiagrégants plaquettaires sur du long cours. Après, si par contre il y a une embolie pulmonaire, on part sur 6 mois, bien évidemment, selon les recommandations internationales. Et en cas de stent? C'est antiagrégants plaquettaires. Après 3 mois? Oui.
Alors ça non plus, c'est pas codifié du tout. Hein. C'est ce que la plupart des équipes font dans les syndromes post-thrombotiques des membres inférieurs. Alors il y en a qui le mettent d'emblée, hein, en particulier bon maintenant il est à la retraite, mais enfin il est retiré de la chirurgie. Mais Neglen par exemple dans les membres inférieurs mettait des antiagrégants plaquettaires, du clopidogrel d'emblée sans anticoagulant du tout. Même dans les syndromes aigus de thrombose veineuse profonde, ce qui est toujours très surprenant. Juste un commentaire concernant le bilan de thrombophilie. Il faut faire attention parce qu'il y a tout un tas de thrombophilies qui ne nécessitent pas d'anticoagulation en cours. Donc attention dans l'interprétation et dans l'exécution systématique des bilans de thrombophilie. Si on a une cause mécanique certaine, je me demande même s'il y a une indication à le faire, ce bilan de thrombophilie. Voilà, si par contre on n'est pas sûr que ce soit le défilé qui est responsable de la thrombose, à ce moment-là, oui, mais alors il ne faut pas toucher le défilé. Non, mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Un déficit hétérozygote en facteur 5, c'est pas une indication, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre présentation.